Le jour de la fête des mères, ma belle-fille m'a hurlé dessus devant 100 invités. Foutez le camp d'ici et allez préparer le déjeuner, vieille femme inutile. J'ai juste obéi. Alors que je me servais, elle a fait tomber mon assiette par terre et m'a obligé à nettoyer. J'avais mis de côté 40 000 $ pour lui donner. Au lieu de cela, je lui ai donné une enveloppe avec une photo qui l'a fait s'évanouir. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi de quelle ville vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est allée. Je m'appelle Rebecca et j'ai 60 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'à cet âge, je serais debout au milieu de la cuisine de ma propre maison, nettoyant les restes de nourriture par terre, pendant que 100 invités me regardaient depuis la porte ouverte de la salle à manger. L'assiette s'était brisée sur le carrelage avec un fracas qui avait fait taire toutes les conversations de la fête. Tout avait commencé comme une célébration normale. C'était le 35e anniversaire de mon fils Daniel, et comme chaque année, Luna avait insisté pour organiser une énorme fête. Bien sûr, c'est moi qui avais cuisiné, nettoyé et tout préparé pendant qu'elle se promenait comme l'hôtesse parfaite, recevant des compliments pour une maison immaculée et un délicieux repas qu'elle n'avait même jamais touché. Ce matin-là, je m'étais levé à 5 heures du matin pour commencer les préparatifs. Il y avait une dinde rôtie, des accompagnements et des desserts faits maison que je savais que Daniel aimait depuis qu'il était enfant. Mes mains arthritiques me faisaient mal après 3 heures à éplucher des pommes de terre et à couper des légumes. Mais ça ne m'importait pas. C'était pour mon fils, pour la famille. Luna était apparue dans la cuisine vers midi, impeccablement vêtue d'un tailleur blanc qui coûtait probablement plus que mon chèque mensuel de sécurité sociale. Elle m'a regardé travailler près du fourneau et a tordu sa bouche dans cette expression de dégoût que je connaissais si bien. « Rebecca, j'espère que tu n'as pas mis trop de sel dans la viande comme la dernière fois, a-t-elle dit sans même me saluer. Mes amis sont très habitués à la bonne cuisine. J'ai dégluti et acquiescé. Je vivais avec eux depuis 5 ans depuis que j'étais veuve et j'avais appris que répondre ne faisait qu'empirer les choses. Daniel travaillait tellement qu'il voyait rarement ces petites interactions entre Luna et moi. Pour lui, sa femme était un ange qui avait généreusement accepté que sa mère vive dans leur maison. Les invités ont commencé à arriver à 14 heures. Je suis resté dans la cuisine à servir les plats pendant que Luna saluait tout le monde dans le salon. J'entendais son rire cristallin, ses commentaires charmants, la façon dont tout le monde la félicitait pour sa merveilleuse hospitalité. Daniel a tellement de chance de vous avoir, j'ai entendu notre voisine, Madame Henderson, lui dire, toutes les femmes ne se donneraient pas autant de mal pour organiser une fête aussi élégante. Luna a accepté les compliments avec une fausse modestie, sachant parfaitement que j'étais à l'arrière, transpirant devant le fourneau brûlant pendant qu'elle brillait sous les feux de la rampe. Quand il a finalement été temps de manger, Luna est entrée dans la cuisine avec ce sourire froid qu'elle me réservait spécialement. « Rebecca, je veux que vous serviez le dîner » a-t-elle dit. Mais il y avait quelque chose de différent dans son ton, quelque chose de plus dur, de plus cruel. « Et s'il vous plaît, utilisez le tablier. Nous ne voulons pas que les invités pensent que vous êtes juste une autre invitée. » Mes joues ont brûlé de honte. Le tablier était une chose, mais la façon dont elle l'a dit, comme si j'étais une servante au lieu de la propriétaire de la maison où j'avais élevé mon fils, me transperça comme un couteau. J'ai servi assiette après assiette, portant de lourds plateaux qui me faisaient mal au dos. Les invités mangeaient et discutaient joyeusement pendant que j'allais et venais entre la cuisine et la salle à manger. Certains souriaient poliment, d'autres m'ignoraient simplement comme si je faisais partie des meubles. Quand j'ai enfin pu m'asseoir avec ma propre assiette, Luna est arrivée par derrière. Elle avait bu du vin tout l'après-midi, et sa voix avait ce ton dangereux qui apparaissait quand elle avait trop bu. « Qu'est-ce que vous croyez faire » a-t-elle demandé d'une voix forte, assez forte pour que plusieurs invités se retournent. « Je mange » ai-je marmonné, confuse. « Manger ici avec les invités ?» Sa voix a monté d'un cran. « Rebecca, s'il vous plaît. Vous savez parfaitement que votre place est dans la cuisine. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je sentais les regards de tout le monde à table. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. « Luna, je viens de... » ai-je commencé, mais elle m'a coupé. « Levez-vous » a-t-elle hurlé. « Allez dans la cuisine au... Huez votre place, vieille femme inutile. » Les mots m'ont frappé comme une gifle physique. Vieille femme inutile. Devant 100 personnes que je connaissais depuis des années. Des gens de mon église, des voisins, des amis de Daniel. Tous me regardant avec un mélange de choc et de pitié qui me donnait envie de disparaître du monde. Je me suis levé lentement,
mes jambes tremblantes. Je n'ai rien dit parce que je ne pouvais pas. Ma gorge était nouée. Mes yeux brûlaient de larmes que je refusais de verser devant eux tous. Mais Luna n'avait pas fini. Alors que je passais devant elle portant mon assiette, elle a tendu le pied. Ce n'était pas un accident. C'était délibéré, calculé, cruel. J'ai trébuché et mon assiette a volé en l'air, s'écrasant sur le sol de la cuisine dans une explosion de nourriture et de vaisselle cassée. « Regardez ce que vous avez fait » a-t-elle hurlé, agissant comme si c'était ma faute. Nettoyez ce désordre immédiatement. Je me suis agenouillé sur le sol froid, ramassant les morceaux de vaisselle avec des mains tremblantes. La nourriture s'était répandue partout. Purée de pommes de terre, sauce, morceaux de dinde. Tout le travail de ma matinée réduit en déchets sur le sol. Mais pendant que je nettoyais, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas explosif. C'était silencieux et froid comme la glace qui se forme sur les fenêtres en hiver. Alors que mes genoux me faisaient mal contre le carrelage et que Luna continuait à me crier des ordres d'en haut, j'ai pris une décision. J'avais enduré 5 ans de cela. 5 ans de petites et grandes humiliations. 5 ans à être traité comme un obstacle dans la maison où j'avais élevé mon fils. 5 ans à regarder Luna manipuler. De Daniel, de l'avoir dépensé son argent, de l'avoir transformé ma maison en son royaume personnel. Je finis de nettoyer en silence. Les invités avaient repris leur conversation, malgré leurs regards occasionnels remplis de pitié. Quand je me relevai du sol, Luna était retournée au salon, riant comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que quelque chose s'était passé. Quelque chose avait changé pour toujours dans cette cuisine, parmi les morceaux de porcelaine brisés et la nourriture gâchée. Cette nuit-là, après le départ de tous les invités et que Luna fut allée se coucher, satisfaite de sa performance, je restais éveillé dans ma petite chambre. Dans le tiroir de mon bureau se trouvait une enveloppe que j'économisais depuis des semaines, une enveloppe qui contenait 40 000 $ en espèces. De l'argent que j'avais économisé pendant des années pour l'offrir à Luna. Mais maintenant, j'avais d'autres projets pour cet argent. Des projets que Luna ne verrait jamais venir. Les 40 000 $ étaient mon secret depuis 3 ans. Chaque mois, quand mon chèque de sécurité sociale arrivait, je mettais de côté ce que je pouvais. 20 $ par-ci, 50 $ par-là, parfois plus quand je réussissais à économiser sur les médicaments, ou quand Daniel me donnait de l'argent supplémentaire sans que Luna le sache. Mon plan avait été de donner cet argent à Luna pour leur prochain anniversaire de mariage, pensant que peut-être, juste peut-être, cela la ferait me traiter mieux. Comme j'avais été stupide. Le matin après la fête, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant que je préparais le café dans la cuisine silencieuse, je pris l'enveloppe de sa cachette derrière les pots à épices. 40 000 $ en billets de 100 $, soigneusement comptés et économisés. De l'argent dont Luna n'aurait jamais soupçonné l'existence. Mais il y avait aussi une autre enveloppe. Une plus petite que je préparais en secret depuis 6 semaines. Celle-ci ne contenait pas d'argent. Elle contenait quelque chose de bien plus précieux. La vérité. Tout avait commencé il y a 2 mois quand j'étais allé au supermarché et que j'avais vu Luna quitter un hôtel du centre-ville avec un homme qui n'était certainement pas mon fils. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours. J'ai 60 ans après tout, et ma vue n'est plus ce qu'elle était. Mais quand je les ai vus s'enlacer et s'embrasser passionnément à côté de la voiture de sport rouge de l'homme, j'ai su que je ne m'étais pas trompé. Marcus Holloway. Je l'ai reconnu immédiatement. Il avait été le meilleur ami de Daniel depuis l'université, son témoin de mariage, l'homme qui dînait à notre table chaque vendredi soir. L'homme qui serrait mon fils comme un frère tout en couchant avec sa femme l'après-midi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, me demandant quoi faire. Devais-je le dire à Daniel immédiatement? Confronter Luna? Mais je connaissais assez bien ma belle-fille pour savoir qu'elle nierait tout. Elle était une maîtresse en manipulation, une experte pour faire douter les autres de leur propre réalité. Alors, j'ai décidé d'attendre, d'observer et de documenter. Pendant les semaines suivantes, j'ai commencé à prêter attention comme jamais. Auparavant. J'ai remarqué que Luna faisait ses courses tous les mardis et jeudis après-midi, toujours pressée, toujours trop bien habillée pour de simples courses. J'ai remarqué que Marcus visitait notre maison plus souvent quand Daniel n'était pas là, toujours avec une excuse pour déposer ou récupérer quelque chose. Un après-midi, pendant que Luna était sous la douche après une de ses journées de course, j'ai vérifié son téléphone.
Je savais que c'était mal, mais après des années d'humiliation, ma conscience avait développé quelques fissures bien pratiques. Les messages que j'ai trouvés m'ont donné la nausée. Non seulement ils confirmaient l'affaire, mais ils révélaient qu'il se moquait de Daniel dans son dos. Luna avait écrit à Marcus à quel point son mari était bête, à quel point il était facile de le manipuler, et comment il ne se douterait jamais de rien parce qu'il lui faisait trop confiance. C'est comme un petit chiot, avait écrit Luna. Il fait tout ce que je lui dis et me donne tout ce que je veux. Pendant ce temps, toi et moi pouvons nous amuser autant que nous voulons. La réponse de Marcus était tout aussi méprisable. Pauvre Daniel. Il a toujours été trop bon pour son propre bien. Au moins, son argent paie pour ses escapades romantiques pour nous. J'ai lu ces messages, tremblant de rage. Non seulement il trahissait mon fils, mais il dépensait son argent pour leur liaison. Daniel travaillait 60 heures par semaine pour soutenir le style de vie que Luna exigeait, et elle utilisait cet argent pour financer son infidélité. Mais il y avait plus, beaucoup plus. En remontant le fil des messages, j'ai découvert que l'affaire durait depuis plus de 2 ans. 2 années complètes de mensonges, de trahison, de moqueries aux dépens de mon fils. Et pire encore, ils avaient l'intention de divorcer une fois que Luna pourrait obtenir une bonne somme dans le règlement du divorce. J'ai juste besoin de quelques années de plus, avait écrit Luna. Quand je divorcerai, je garderai la moitié de tout, la maison, les économies, les investissements. Alors nous pourrons être ensemble officiellement avec assez d'argent pour vivre confortablement. Marcus avait répondu, et la vieille Rebecca? Elle sera la première à partir. Daniel la mettra dans une maison de retraite bon marché quelque part, avait répondu Luna. J'aurai enfin ma maison pour moi toute seule. Une maison de retraite bon marché? Après avoir élevé Daniel depuis qu'il était bébé, après avoir pris soin de la maison pendant 5 ans, pendant qu'ils vivaient leur vie parfaite, Luna avait déjà décidé de mon destin. Un endroit bon marché où je serais laissé à mourir lentement tandis qu'elle profiterait de la fortune que mon fils avait bâtie. Cette nuit-là, les mains tremblantes, j'ai commencé à faire des captures d'écran de tout, chaque message, chaque photo, chaque détail de leur trahison. J'ai aussi commencé à les suivre discrètement, documentant leur rencontre avec des photos prises à distance. En 3 semaines, j'avais rassemblé suffisamment de preuves pour détruire la vie parfaite que Luna avait construite sur des mensonges. Mais je savais que je devais être stratégique. Je ne pouvais pas tout montrer à Daniel d'un coup. Luna était trop habile pour manipuler les situations. J'avais besoin du moment parfait. Le moment parfait est arrivé le matin après la fête, quand Luna est descendue. Pour le petit déjeuner avec ce sourire satisfait qu'elle affichait depuis la veille au soir. « Bonjour, Rebecca, dit-elle avec une fausse douceur. J'espère que tu as retenu la leçon d'hier soir. Nous ne voulons plus de scènes embarrassantes, n'est-ce pas? Je la regardais pendant que je lui préparais son café exactement comme elle l'aimait. 2 cuillères de sucre, un nuage de crème, comme je l'avais fait chaque matin pendant 5 ans. Au fait, continua-t-elle en s'asseyant à table et en étendant ses ongles parfaitement manucurés. Marcus vient déjeuner aujourd'hui. Daniel est à cette grande réunion jusqu'à tard, alors prépare quelque chose de spécial. Tu sais à quel point Marcus apprécie un bon repas fait maison. L'ironie était si palpable que j'aurais pu la couper avec un couteau. Marcus venant déjeuner à la table de Daniel pendant que mon fils travaillait pour subvenir aux besoins de la femme qui les trahissait tous les deux. Bien sûr, dis-je doucement. Je ferai quelque chose de très spécial. Luna sourit, satisfaite de ma soumission apparente. Elle ne se doutait pas que dans le tiroir de mon bureau, à côté de l'enveloppe contenant $40 000, il y avait une autre enveloppe. Une enveloppe qui contenait une seule photographie qui allait changer son monde à jamais. Une photographie que j'avais prise la semaine précédente, lorsque je les avais suivis jusqu'à leur hôtel préféré. Une image claire, nette, indéniable. Luna et Marcus dans une position qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Mais cette photo n'était que le début. Ce que Luna ignorait, c'est que j'avais aussi des preuves de quelque chose de bien pire. Quelque chose qui non seulement détruirait son mariage, mais pourrait détruire toute sa vie. En la regardant boire son café, insouciante et arrogante, je savourais le moment. Très bientôt, ce sourire serait effacé de son visage pour toujours. La vérité avait commencé à se révéler 3 semaines plus tôt, lorsque j'avais engagé Samuel, un détective privé qui travaillait depuis un petit bureau au-dessus de la boulangerie du centre-ville. Ce n'était pas une décision que j'avais prise à la légère.
Les 500 $ que je lui avais payés représentaient presque 2 mois de mes économies personnelles, mais je savais que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Samuel était un homme d'une cinquantaine d'années, discret et efficace. Lorsque je lui ai montré les premières photos que j'avais prises de Luna et Marcus, il a hoché la tête avec l'expression de quelqu'un qui avait déjà vu cette histoire trop de fois. « Madame Collins, avait-il dit, je comprends votre situation, mais vous devez savoir que cela va plus loin que vous ne le pensez. » Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire avant qu'il ne revienne une semaine plus tard avec un dossier qui a changé tout ce que je pensais savoir sur Luna. Le vrai nom de ma belle-fille n'était pas Luna Miller, comme elle nous l'avait dit lorsqu'elle avait épousé Daniel. Son vrai nom était Carmen Valdez, et elle avait un passé qu'elle avait soigneusement caché pendant 7 ans de mariage. Votre belle-fille a été arrêtée au Nevada il y a 10 ans pour fraude matrimoniale, a expliqué Samuel en me montrant des documents officiels. Elle a épousé 3 hommes différents sur une période de 2 ans, vidant leur compte bancaire avant de disparaître. Mes mains tremblaient en lisant les rapports de police. Il y avait des photos de Luna, plus jeune, mais indubitablement elle, ainsi que ses alias, Carmen Valdez, Sofia Martinez, Isabella Rodriguez. Chaque identité avait été soigneusement élaborée pour piéger des hommes prospères et solitaires. Comment est-ce possible? Ai-je murmuré. Daniel a fait une vérification de ses antécédents avant qu'il ne se marie. Il est très prudent en la matière. Samuel a souri tristement. Votre belle-fille est une professionnelle, madame. Les documents que votre fils a vus étaient falsifiés. Certificats de naissance, diplômes universitaires, références d'emploi, tous fabriqués par un réseau spécialisé dans la création d'identités propres pour les escrocs. Le dossier contenait bien plus. Luna avait été légalement mariée à un homme nommé Robert Sanchez à Las Vegas lorsqu'elle a épousé Daniel. Techniquement, son mariage avec mon fils était nul et non avenu. Mais il y avait quelque chose d'encore pire. Il y a plus, a poursuivi Samuel, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Votre belle-fille ne travaillait pas seule au Nevada. Son principal complice était un homme nommé Marcus Holloway. Mon monde s'est arrêté. Marcus, le meilleur ami de Daniel, son témoin de mariage, l'homme qui avait dîné à notre table pendant 7 ans tout en planifiant de détruire mon fils de l'intérieur. Marcus et Carmen travaillent ensemble pour escroquer 3 victimes différentes. Samuel a expliqué, le schéma était toujours le même. Elle épousait la cible. Ils devenaient un ami proche pour gagner leur confiance, et ensemble ils vidaient les comptes avant de disparaître. Pourquoi ne sont-ils pas partis après avoir escroqué Daniel, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. Parce que Daniel s'est avéré plus précieux qu'il ne l'avait imaginé. Samuel a répondu, votre fils a bâti une fortune considérable au cours de ces années. Au lieu de voler un montant fixe et de s'enfuir, ils ont décidé de rester et de traire la vache à lait aussi longtemps que possible. Il m'a montré d'autres documents, des relevés bancaires qui montraient des virements réguliers des comptes de Daniel vers des comptes offshore contrôlés par Luna et Marcus. Pendant 7 ans, ils avaient systématiquement volé de petites sommes que Daniel ne remarquerait jamais. 500 $ ici, 1000 $ là. Au total, Samuel a dit, nous estimons qu'ils ont volé environ 250 000 $ pendant le mariage, 250 000 $, un quart de million. L'argent que Daniel avait eu tant de mal à gagner, l'argent qu'il pensait assurer l'avenir de sa famille, avait directement afflué vers les comptes de ses 2 plus proches prédateurs. Mais le pire restait à venir. Il y a autre chose, Madame Collins, a dit Samuel, hésitant pour la première fois. Quelque chose que j'ai trouvé dans mes investigations sur le passé de Carmen. Il m'a tendu un dossier séparé. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux d'il y a 12 ans, provenant d'une petite ville d'Arizona. Le titre m'a glacé le sang. Jeune femme disparaît après avoir affronté des escrocs. La victime s'appelait Elena Vasquez, une enseignante de 26 ans qui avait découvert que son fiancé et l'escroquait avec son meilleur ami. Elena avait menacé d'aller voir la police. 3 jours plus tard, elle a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Vous insinuez que Luna... Je n'ai pas pu finir la phrase. Je n'insinue rien, dit Samuel prudemment. Mais Carmen Valdez et Marcus Holloway se trouvaient en Arizona à cette époque sous d'autres noms, et Elena Vasquez avait découvert leur stratagème exactement comme vous l'avez fait. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons. Non seulement Luna était une escroc professionnelle, mais elle était potentiellement quelque chose de bien pire. Et je vivais sous le même toit qu'elle, connaissant ses secrets. Que me recommandez-vous de faire, demandai-je. Ma voix n'était qu'un murmure.
Samuel ferma lentement le dossier. Soyez très prudente, Madame Collins. Les gens comme Carmen n'hésitent pas à faire tout ce qui est nécessaire pour protéger leur secret si elles vous soupçonnent de savoir quelque chose. Il n'eut pas besoin de finir la phrase. Je compris parfaitement. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi avec le dossier caché dans mon sac de course. Luna était dans le salon, regardant la télévision et riant devant une comédie romantique. Elle paraissait si normale, si innocente. Mais maintenant, quand je la regardais, je voyais la prédatrice qu'elle était vraiment. « Comment s'est passée ta journée, Rebecca » demanda-t-elle sans se tourner vers moi. « J'espère que tu n'as pas trop dépensé au supermarché. » Tu sais, Daniel s'inquiète des dépenses. L'ironie était écœurante. Luna, qui avait volé $250 000, était en train de me réprimander pour avoir dépensé de l'argent pour de la nourriture. C'était une journée normale, répondis-je, en gardant une voix ferme. Rien de spécial. Mais en montant dans ma chambre, je savais que tout avait changé. Sur mon bureau, à côté de l'enveloppe contenant $40 000 et de la photo de Luna avec Marcus. J'avais maintenant quelque chose de beaucoup plus puissant. La preuve complète de qui était vraiment Carmen Valdez. Daniel rentrerait à la maison dans 2 heures. Luna l'attendrait avec son sourire parfait et ses baisers de Judas. Marcus viendrait dîner le vendredi comme toujours, jouant le rôle du meilleur ami loyal. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, j'aurais l'occasion d'exposer les 2 prédateurs qui s'étaient acharnés sur ma famille pendant des années. Je devais juste trouver le moment parfait. Et ce moment arriva plus tôt que je ne l'avais prévu. Le lendemain, Luna annonça qu'elle voulait organiser un dîner spécial pour célébrer la promotion de Daniel au travail. Un dîner intime, dit-elle. Juste pour la famille proche et quelques amis spéciaux. J'inviterai Marcus, bien sûr, dit-elle d'un ton désinvolte. Et peut-être quelques-uns de mes amis du club. Ce sera une nuit parfaite. En l'écoutant planifier sa prochaine mise en scène, je souris pour la première fois depuis des semaines. Luna avait raison sur une chose. Ce serait une nuit parfaite, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. L'enveloppe avec la photographie d'elle et Marcus attendait toujours dans mon tiroir. Mais maintenant je savais qu'une simple photo d'infidélité ne suffirait pas. J'avais des preuves de quelque chose de bien plus dévastateur. Et quand le bon moment viendrait, je dévoilerais tout. Le dîner spécial était prévu pour le samedi soir. Luna avait passé toute la semaine à organiser chaque détail avec la précision d'un général préparant la bataille. Elle avait invité 12 personnes, Marcus, bien sûr, quelques amis de son club de tennis, 2 couples voisins et les partenaires commerciaux de Daniel, qu'elle jugeait importants pour sa carrière. Comme toujours, j'étais invisible dans ses plans, sauf en tant que cuisinière officieuse. Pendant 3 jours, elle m'avait fait préparer des amuse-gueules, tester des recettes et s'assurer que tout était parfait pour sa grande soirée. « Rebecca, je veux que cette nuit soit impeccable », me dit-elle le vendredi matin en révisant la liste des invités pour la 10e fois. Daniel mérite que son succès soit célébré comme il se doit. Le succès de Daniel, l'ironie me serrait la poitrine. Mon fils avait travaillé 16 heures par jour pendant des mois pour obtenir cette promotion, sacrifiant du temps avec ses amis, ses loisirs, même moi, et tout ça pour offrir à Luna le style de vie qu'elle exigeait, sans savoir qu'elle le volait systématiquement depuis 7 ans. Cet après-midi-là, pendant que Luna était partie pour son soin spa hebdomadaire, que je savais maintenant être son rendez-vous avec Marcus, j'ai appelé Samuel. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ce soir ?» me demanda-t-il. « Une fois que vous ouvrez cette boîte de Pandore, vous ne pouvez plus la refermer. »« J'en suis sûr, » répondis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. « Mon fils mérite de connaître la vérité. »« Très bien. Je vous ai envoyé toute la documentation sup. L'élémentaire que vous avez demandé par courrier. Elle devrait arriver cet après-midi. Et Madame Collins, soyez prudente. Carmen est imprévisible quand elle se sent acculée. Le colis arriva à 16 heures. À l'intérieur se trouvaient des copies certifiées de tout, les rapports de police du Nevada, les actes de mariage qui montraient que Luna était toujours légalement mariée à Robert Sanchez, les relevés bancaires des virements, et même des informations sur Elena Vasquez et sa disparition. Il y avait aussi quelque chose que je n'avais pas prévu. Des photos de Luna et Marcus prises cet après-midi-là même à l'hôtel du centre-ville. Samuel avait suivi ma demande d'obtenir de nouvelles preuves, des preuves qu'il ne pourrait ni nier ni expliquer. Alors que j'organisais tous les documents par ordre chronologique, je sentis un étrange calme m'envahir.
Après des années à me sentir impuissante, j'avais enfin le contrôle de quelque chose. La vérité était mon arme, et elle était aussi tranchante qu'un rasoir. Les invités commencèrent à arriver à 19 heures. Luna était radieuse dans une robe bleue qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Elle saluait chaque personne avec des étreintes effusives et ce rire musical qu'elle utilisait quand elle voulait impressionner. Daniel rentra du travail juste à temps, toujours en costume, visiblement fatigué, mais souriant grâce à l'effort que Luna avait fait pour le célébrer. Mon cœur se brisa en voyant la gratitude sincère dans ses yeux quand il l'embrassa sur la joue. « Merci d'avoir organisé tout cela, chérie, dit-il. Je sais à quel point ça t'a demandé du travail. »« Tout pour toi, mon amour, » répondit Luna avec cette voix douce qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. De la tromperie. Marcus fut le dernier à arriver, bien sûr. Il entra avec ce sourire confiant qu'il avait cultivé au fil d'années de trahison, serrant Daniel dans ses bras comme le frère qu'il prétendait être. « Félicitations, mon frère, cria-t-il, lui tapant dans le dos avec un faux enthousiasme. Tu le mérites vraiment. Tu le mérites, pensai-je amèrement. Tu mérites de savoir que ton meilleur ami te trahit depuis des années. Le dîner se poursuivit comme tous les dîners de Luna, parfaitement chorégraphiés, remplis de conversations superficielles et de rires forcés. Je servis chaque plat en silence, invisible comme toujours, observant le spectacle depuis l'ombre. Pendant le dessert, Luna se leva, son verre de vin à la main. « Je voudrais porter un toast, annonça-t-elle, sa voix portant à travers toute la salle à manger. À mon merveilleux mari Daniel qui travaille si dur pour nous offrir cette belle vie, et à nos chers amis, en particulier Marcus, qui a été comme un frère pour nous toutes ces années. » Tout le monde leva son verre. Marcus sourit et fit un clin d'œil à Luna d'une manière que seul moi remarquai. Daniel rayonnait de fierté, totalement inconscient qu'il portait un toast à sa propre trahison. Et bien sûr, continua Luna, son regard trouvant le mien depuis la cuisine, à la famille, à ceux qui comprennent leur place et leur rôle dans nos vies. Ce fut la goutte d'eau, sa place et son rôle, comme si j'étais une employée au lieu de la mère qui avait élevé l'homme qui la subvenait. Je retirai lentement mon tablier et entrai dans la salle à manger. Tout le monde me regarda avec surprise. Je n'interrompais jamais les dîners de Luna. « Luna, dis-je, ma voix calme mais claire. Je pense qu'il y a quelque chose que tu devrais voir. » Son sourire vacilla un instant. « Rebecca, nous sommes au milieu d'une célébration. Quoi que ce soit, ça peut attendre. » Je ne répondis pas, prenant l'enveloppe de mon tablier. Cela ne peut pas attendre. Le silence dans la salle à manger était palpable. Daniel me regarda, confus, tandis que Marcus avait visiblement pâli. « Qu'est-ce que c'est » demanda Luna. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui laissait entendre qu'elle savait déjà. « C'est un cadeau, dis-je, en lui tendant l'enveloppe. Similaire à celui que j'avais prévu de te donner. 40 000 $ que j'avais économisés pendant des années, pensant que cela me vaudrait peut-être ton respect. » Luna cligna des yeux, clairement désorientée par le changement dans mon comportement. « Mais après la fête d'anniversaire de Daniel la semaine dernière, continuai-je, j'ai décidé que tu méritais quelque chose de différent, quelque chose de plus approprié. » Avec des mains tremblantes, Luna prit l'enveloppe. La pièce était si silencieuse que j'entendis le papier froisser quand elle l'ouvrit. La première chose qu'elle vit fut la photographie, l'image claire, nette et indéniable d'elle et Marcus dans une position compromettante devant l'hôtel du centre-ville, prise quelques heures plus tôt. Toute couleur quitta son visage. Ses jambes flageolèrent, et un instant, je crus qu'elle allait tomber. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, bien que nous sachions toutes deux exactement ce que c'était. « Continue de Rega. »« RDER, dis-je calmement. Il y a plus. » Avec des doigts tremblants, Luna sortit le document suivant. Une copie certifiée de l'acte de mariage entre Carmen Valdez et Robert Sanchez, daté de 2 ans avant son mariage avec Daniel. Marcus s'était levé de sa chaise, le visage masqué par la panique. Daniel regardait alternativement la photo et sa femme, essayant de comprendre ce qu'il voyait. « Luna, dit Daniel, sa voix à peine un murmure. Qu'est-ce que c'est » Mais Luna ne répondit pas. Elle fixait le 3e document, le rapport de police du Nevada qui l'identifiait comme Carmen Valdez, recherchée pour fraude matrimoniale. C'est alors qu'elle s'effondra. Ce ne fut pas un évanouissement élégant comme dans les films. Ce fut un effondrement complet, total, dévastateur. Son corps se plia sur lui-même comme si elle avait reçu un coup physique, et elle tomba à genoux sur le sol de la salle à manger.
Les invités reculèrent, certains haletants. Marcus courut vers elle, mais il s'arrêta quand Daniel le regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant sur mon fils. « N'ose pas la toucher, dit Daniel. Sa voix était dangereusement basse. N'ose pas toucher ma femme. Daniel, mon frère, je peux expliquer, commença Marcus. Expliquer quoi? Daniel brandit la photo d'une main tremblante. Expliquer pourquoi mon meilleur ami couche avec ma femme. Expliquer pourquoi ma femme a apparemment un autre nom et un autre mari. Luna sanglotait sur le sol, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de panique d'une femme qui savait que son monde soigneusement construit venait de s'effondrer. Il y a d'autres documents dans l'enveloppe, dis-je doucement, en m'adressant à Daniel. Beaucoup plus. Daniel vida le contenu de l'enveloppe sur la table de la salle à manger. Relevés bancaires, photographies supplémentaires, rapports de police, tous éparpillés devant les invités venus célébrer son succès. Le silence qui suivit fut absolu. 12 personnes fixaient les preuves d'une trahison si complète, si dévastatrice que personne ne savait quoi dire. Finalement, Daniel parla, sa voix brisée mais ferme. « Je veux que tout le monde parte maintenant. » Les invités ne se firent pas prier. Ils se levèrent et partirent en silence. Certains marmonnèrent des excuses. D'autres fuirent simplement le malaise. Marcus fut le dernier à bouger. Il s'approcha de Daniel, les mains tendues, suppliant, « Daniel, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Les choses sont devenues compliquées, mais nous n'avons jamais voulu te faire de mal. » Mon fils le regarda avec une froideur qui me surprit. « Sors de ma maison, dit-il doucement. Et si jamais je te revois près de ma famille, j'appellerai la police. » Marcus regarda Luna, qui sanglotait toujours sur le sol, puis moi. Ses yeux rencontrèrent les miens, et j'y vis quelque chose qui me glaça le sang. Ce n'était pas du remords. C'était une menace. Après le départ de Marcus, Daniel s'agenouilla à côté de Luna, non pas pour la réconforter, mais pour parler. « Combien de tout cela est vrai ?» demanda-t-il. Luna leva la tête et pour la première fois en 7 ans, je vis son vrai visage, sans le masque de la femme parfaite, sans le numéro de la belle-fille reconnaissante. C'était le visage de Carmen Valdez, l'escroc professionnel. « Tout, murmura-t-elle, tout est vrai. » Et avec ces 3 mots, le mariage de mon fils prit fin. Les jours qui suivirent le dîner furent comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. Luna, ou Carmen, comme nous connaissions maintenant son vrai nom, ne se releva pas du sol de la salle à manger pendant près d'1 heure après le départ des invités. Elle resta là, sanglotant, tremblant, marmonnant parfois de manière incohérente sur la façon dont tout avait mal tourné. Daniel était resté assis sur sa chaise, fixant les documents éparpillés sur la table. Il n'avait pas crié ni explosé de fureur, comme je m'y attendais. Au lieu de cela, il y avait en lui un calme qui m'effrayait plus que n'importe quelle explosion de colère. « Maman, dit-il finalement, sa voix à peine audible. Depuis combien de temps es-tu au courant? » La question me transperça comme une flèche. 6 semaines, admis-je. J'ai commencé à avoir des doutes il y a 2 mois, mais je n'ai eu de preuve qu'il y a 6 semaines. Il hocha lentement la tête, comme s'il traitait chaque mot. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que je savais qu'elle trouverait un moyen de te faire douter de moi, répondis-je honnêtement. Et parce que j'avais besoin d'être absolument certaine. Cette nuit-là, Daniel resta éveillé jusqu'à 4 heures du matin, lisant chaque document, vérifiant chaque détail. Carmen était montée dans la chambre principale et n'en était pas ressortie depuis. J'entendais ses pleurs occasionnels à travers les murs, mais ils ne sonnaient plus comme du remords. Ils sonnaient comme de l'apitoiement. Le lendemain, Daniel engagea un avocat. Margaret Thompson était une femme sévère d'une 60aine d'années, spécialisée dans les divorces compliqués et la fraude matrimoniale. Quand Daniel lui montra toutes les preuves que Samuel avait recueillies, ses yeux s'illuminèrent de la satisfaction d'un prédateur qui avait trouvé une proie facile. « C'est plus que suffisant, » dit-elle à Daniel lors de leur première rencontre. Le mariage est nul et non avenu pour cause de bigamie. Elle n'a droit à aucun bien matrimonial. En fait, nous pourrions la poursuivre pour les 250 000 $ qu'elle a volés. Mais Daniel était trop bon pour son propre bien, même après tout ce qu'il avait découvert. « Je veux juste qu'elle parte, » me dit-il cette nuit-là. « Je veux qu'elle disparaisse de nos vies pour toujours. » Carmen était restée enfermée dans la chambre pendant 3 jours lorsqu'elle est finalement descendue. Elle avait l'air terrible. Ses yeux étaient gonflés,
ses cheveux en bataille, et elle portait les mêmes vêtements que le soir du dîner. Mais quand elle me vit dans la cuisine, quelque chose dans ses yeux changea. Le désespoir se transforma en quelque chose de plus dangereux. « C'est de ta faute, me dit-elle. » Sa voix était altérée par les pleurs. « Tu as détruit ma vie. » Je me tournai lentement pour lui faire face. « Je n'ai rien détruit, Carmen. Tu as construit ta vie sur des mensonges, et les mensonges finissent toujours par s'effondrer. » Son visage se tordit de fureur. « Mon nom est Luna. Je suis Luna Miller Collins. Je fais partie de cette famille depuis 7 ans. Ton nom est Carmen Valdez, répondis-je calmement. Et tu n'as jamais fait partie de cette famille. Tu étais un parasite qui s'en nourrissait. C'est alors qu'elle m'attaqua. Elle se jeta sur moi, les ongles dehors, hurlant des obscénités. Pendant un instant, j'ai craint pour ma vie. Mais Daniel apparut dans la cuisine juste à temps, la saisissant par les bras et l'éloignant de moi. « Lâche-moi » cria Carmen. Cette vieille sorcière a tout gâché. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Ce pourquoi tu as travaillé, dit Daniel, la voix glaciale, c'était de voler ma vie. C'était la première fois que je voyais mon fils vraiment en colère. Pas une rage explosive, mais quelque chose de plus profond et de plus contrôlé. Carmen dut voir quelque chose dans ses yeux aussi, car elle arrêta de se débattre et s'effondra contre lui, sanglotant. « Daniel, s'il te plaît, supplia-t-elle. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Je t'aime vraiment. Nous pouvons surmonter ça. » Daniel la repoussa loin de lui comme si elle était quelque chose de sale. « Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, Carmen. Tu ne sais que le manipuler. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités juridiques. Margaret Thompson avait entamé la procédure d'annulation, gelé les comptes bancaires conjoints et intenté un procès civil pour les fonds volés. Carmen avait engagé son propre avocat, un homme nerveux qui avait clairement réalisé qu'il avait une affaire impossible à gagner. Mais Carmen avait un dernier atout dans sa manche. Une semaine après la confrontation dans la cuisine, la police arriva. 2 officiers sérieux qui demandèrent à me parler concernant certaines accusations. Carmen avait porté plainte, alléguant que je l'avais harcelée, menacée et que j'avais falsifié des preuves contre elle. Elle affirmait que les photographies avaient été manipulées numériquement et que les documents concernant son passé étaient des fabrications malveillantes. « C'est une vieille femme aigrie qui ne m'a jamais accepté », avait-elle dit aux policiers. « Elle essaie de détruire mon mariage parce qu'elle est jalouse de ma relation avec son fils. » Heureusement, Samuel avait anticipé cette possibilité. Il avait des copies certifiées de tous les documents, des témoignages des sources au Nevada, et des preuves médico-légales que les photographies n'avaient pas été altérées. L'enquête policière dura exactement 3 jours avant qu'il ne rejette les accusations de Carmen comme étant fausses. Mais les dommages à sa crédibilité furent dévastateurs. Son propre avocat démissionna après avoir découvert qu'elle lui avait également menti sur plusieurs aspects de son affaire. C'est alors que Marcus réapparut. Il s'était caché pendant 2 semaines, attendant probablement que tout se calme. Mais quand il réalisa que Carmen était en train de perdre, il décida de sauver sa propre peau. Il se présenta au bureau de Margaret Thompson avec son propre avocat, offrant de témoigner contre Carmen en échange d'une immunité. Il avait des registres détaillés de tous les transferts financiers, des copies de messages textuels et des preuves d'autres combines qu'ils avaient menées ensemble. Marcus Holloway était intelligent, m'expliqua Margaret après la réunion. Il avait compris que Carmen l'entraînerait dans sa chute avec elle s'il n'agissait pas le premier. Son témoignage scelle complètement l'affaire. Carmen a appris la trahison de Marcus le même après-midi. Sa réaction fut spectaculaire, même pour elle. Elle est arrivée à la maison en hurlant, cassant des objets et menaçant de révéler la vérité sur tout le monde. « Marcus et moi étions une équipe », a-t-elle hurlé pendant que Daniel appelait la police. « Si je tombe, il tombera avec moi, et toi aussi, Daniel. Vous allez tous payer. » Mais ces menaces étaient vaines. Sans Marcus comme allié, sans argent pour des avocats corrects et avec toutes les preuves contre elle, Carmen n'avait plus le pouvoir de nuire à personne. La police l'a arrêtée cette nuit-là pour avoir violé une ordonnance restrictive que Daniel avait obtenue quelques jours plus tôt. Elle a passé 3 jours en prison avant de pouvoir payer sa caution. Quand elle est sortie, elle avait changé. Elle n'était plus la femme furieuse et désespérée d'avant. Elle était quelque chose de plus dangereux, une femme qui avait accepté d'avoir tout perdu et qui ne voulait plus que causer le plus de dégâts possible. « Ce n'est pas fini », m'a-t-elle dit quand elle est venue récupérer ses affaires sous surveillance policière.
Vous avez peut-être gagné cette bataille, Rebecca, mais je connais des choses sur cette famille qui pourraient tous vous détruire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'as plus de pouvoir ici, Carmen. Tu ne peux plus faire de mal à ma famille. Elle a souri, mais il n'y avait aucune joie dans cette expression. Nous verrons. 3 jours plus tard, Carmen Valdez a disparu. Elle a emballé ses biens les plus précieux pendant la nuit et a tout simplement disparu. Elle n'a laissé aucune adresse de réexpédition. Elle n'a pas dit où elle allait. Un jour elle était là. Le lendemain, elle avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Daniel a trouvé une note dans la chambre principale. Ce n'est pas fini. Je reviendrai quand vous vous y attendrez le moins. Mais je savais qu'elle ne reviendrait pas. Carmen était une prédatrice, et les prédateurs cherchent toujours des proies faciles. Daniel n'était plus une proie facile. Il n'était plus l'homme naïf qu'il avait été quand elle l'avait rencontré. Marcus n'est pas resté non plus. Après avoir témoigné contre Carmen, il a vendu sa maison et a déménagé dans un autre état. Il avait perdu non seulement son complice, mais aussi le meilleur ami qu'il avait trahi pendant des années. Pour la première fois en 7 ans, la maison était en paix. Il n'y avait plus de tension, plus besoin de marcher sur des œufs, plus de simulation que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Daniel avait perdu une femme et un meilleur ami, mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, la vérité. Et après avoir vécu dans le mensonge si longtemps, la vérité ressemblait à la liberté. Mais je savais que la véritable guérison ne faisait que commencer. 6 mois après la disparition de Carmen, Daniel et moi étions assis dans le jardin, savourant notre café du matin dans un silence confortable que nous n'avions pas partagé depuis des années. La pelouse était verte et bien entretenue. Les fleurs que j'avais plantées s'épanouissaient sans la tension constante qui avait dominé la maison si longtemps. « Maman », a finalement dit Daniel, brisant le silence. « Je ne t'ai jamais correctement remercié pour ce que tu as fait. » J'ai posé ma tasse sur la soucoupe et l'ai regardé. Mon fils avait changé pendant ces mois. Les rides de stress autour de ses yeux s'étaient adoucies. Il avait repris le poids que je n'avais pas réalisé qu'il avait perdu, et pour la première fois depuis des années, il semblait vraiment en paix. « Tu n'as pas besoin de me remercier d'avoir protégé ma famille, ai-je dit. Mais je dois m'excuser, a-t-il poursuivi, la voix emplie d'émotion. Pendant 7 ans, j'ai laissé Carmen te traiter horriblement. Je t'ai vu servir, nettoyer et endurer ses humiliations, et je n'ai rien fait pour l'arrêter. J'ai senti une boule dans ma gorge. Étais-tu amoureux, Daniel, ou pensais-tu seulement l'être? Non, a-t-il dit fermement. Ce n'est pas une excuse. Tu es ma mère. Tu m'as élevé seul après la mort de papa. Tu as fait 2 boulots pour me payer mes études. Tu as tout sacrifié pour moi. Et j'ai laissé une étrangère te traiter comme si tu étais invisible dans ta propre maison. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Nous avions eu de nombreuses conversations pendant ces mois, mais c'était la première fois que Daniel affrontait vraiment son rôle dans tout ce qui s'était passé. Pendant des années, je me suis demandé. Pourquoi ne m'as-tu pas défendu, ai-je admis? Pourquoi n'as-tu jamais vu ce que Carmen me faisait? J'en suis même venu à penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Daniel a fermé les yeux, la douleur évidente sur son visage. Mon Dieu, maman. Carmen était très habile à me manipuler. Chaque fois que je remarquais quelque chose, elle avait une explication. Elle disait que tu étais difficile, que tu étais jalouse de notre relation, que tu avais besoin de limites parce que tu étais trop exigeante. Et tu l'as cru. Je voulais la croire. Il a admis qu'il était plus facile de croire que le problème venait de toi que d'affronter la possibilité que ma femme parfaite soit une menteuse. Nous sommes restés en silence pendant quelques minutes, digérant des années de douleur et de malentendus. Sais-tu ce qui m'a le plus blessé? Lui ai-je finalement demandé. Daniel a secoué la tête. C'est qu'après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, après toutes les années où je me suis occupé de toi et t'ai aimé inconditionnellement, tu as choisi de croire une femme que tu ne connaissais que depuis quelques années au lieu de faire confiance à la mère qui avait été là toute ta vie. Daniel s'est levé de sa chaise et s'est agenouillé à côté de la mienne, prenant mes mains dans les siennes. Tu as raison, a-t-il dit, la voix brisée, et il n'y a aucune excuse pour cela. Mais je veux que tu saches que je ne laisserai plus jamais personne te traiter de cette façon. Et je ne douterai plus jamais de toi quand tu me diras que quelque chose ne va pas, je l'ai serré dans mes bras alors, sentant que je retrouvais mon fils après des années de l'avoir perdu au profit d'une étrangère. Les semaines suivantes ont apporté d'autres révélations.
Margaret Thompson avait réussi à récupérer 80 000 $ des fonds que Carmen et Marcus avaient volés. Ce n'était pas tout, mais c'était significatif. Daniel a utilisé une partie de cet argent pour rénover la maison, supprimant toutes les traces du règne de Carmen. « Je veux que ce soit à nouveau ta maison, maman », m'a-t-il dit alors que les ouvriers arrachaient le papier peint que Carmen avait choisi. « Je veux que tu te sentes de nouveau la bienvenue ici. » Il a également insisté pour me donner les 40 000 $ que j'avais économisés pour Carmen. « Cet argent est à toi », m'a-t-il dit quand j'ai protesté. « Tu l'as économisé grâce à ta propre sécurité sociale et je veux que tu l'utilises pour toi. Voyage, passe-temps, tout ce qui te rend heureuse. » Pour la première fois depuis des décennies, j'avais de l'argent qui était entièrement à moi. Pas pour la famille, pas pour les urgences, mais juste pour moi. J'ai décidé de l'utiliser pour des choses que Carmen n'avait jamais permises. J'ai redécoré ma chambre, acheté des livres et même me suis inscrite à des cours de peinture au centre communautaire. La plus grande transformation, cependant, était en Daniel lui-même. Sans Carmen qui le manipulait constamment, mon fils a commencé à redécouvrir qui il était vraiment. Il s'est remis à cuisiner, quelque chose qu'il avait aimé, mais que Carmen avait constamment critiqué. Il a renoué avec sa passion pour la photographie. Il a même recommencé à fréquenter des amis que Carmen avait subtilement éloignés au fil des ans. J'ai l'impression de me réveiller d'un très long rêve, m'a-t-il dit une nuit. Un rêve où je n'étais pas moi-même. Mais la vraie épreuve de notre guérison est venue lorsque Daniel a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. Sarah était une infirmière de 42 ans, divorcée avec 2 adolescents. Elle était l'exact opposé de Carmen à tous égards, pragmatique au lieu de glamour, honnête au lieu de manipulatrice, sincèrement gentille au lieu d'être charmante de manière calculée. La première fois que Daniel m'a demandé ce que je pensais d'elle, mon cœur s'est arrêté. Pendant des années, j'avais appris à garder mes opinions pour moi, à sourire et à acquiescer, peu importe ce que je ressentais vraiment. « Je veux ton avis honnête, maman », a-t-il dit. « S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas chez Sarah, j'ai besoin de le savoir. Je n'ignorerai plus jamais ton intuition sur les gens. »« Je l'aime bien », ai-je dit. Et c'était entièrement vrai. Elle est authentique. Elle n'essaie pas de t'impressionner. Et surtout, elle te traite avec un vrai respect, pas cette fausse admiration que Carmen utilisait pour te manipuler. Daniel a souri. C'est exactement ce que je pensais. Sarah a commencé à venir pour les dîners du dimanche, amenant parfois ses enfants. C'était merveilleux d'avoir à nouveau des enfants à la maison, remplissant les espaces qui avaient été silencieux si longtemps. Et Sarah insistait toujours pour aider à la cuisine, me traitant comme une égale au lieu d'une servante invisible. Madame Collins, m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous faisions la vaisselle ensemble. Daniel m'a raconté ce qui s'était passé avec son ex-femme. Je veux que vous sachiez que je respecte entièrement la place que vous avez dans sa vie. C'est votre maison, votre famille. Je ne suis qu'une invitée. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Appelez-moi Rebecca, ai-je dit. Et vous n'êtes pas une invitée. Si Daniel est heureux avec vous, alors vous êtes la bienvenue ici. 1 an après la disparition de Carmen, nous avons eu de ses nouvelles pour la dernière fois. Elle avait été arrêtée en Floride sous un nom, accusée d'avoir escroqué un homme de 80 ans. Apparemment, elle était retombée dans ses vieilles combines, mais cette fois, elle avait choisi la mauvaise victime, un détective à la retraite qui avait immédiatement percé ses mensonges. « Ressens-tu quelque chose pour elle ?» m'a demandé Daniel quand nous avons vu la nouvelle. J'y ai réfléchi un instant. De la pitié, ai-je finalement admis. De la pitié pour quelqu'un qui n'a jamais appris que les vraies relations basées sur l'amour véritable valent plus que tout ce que l'on peut voler ou manipuler. Daniel a acquiescé. Je ressens la même chose. Et du soulagement qu'elle soit si loin de nous. Marcus avait également été arrêté au Nevada pour des accusations liées à ses anciennes escroqueries. Apparemment, son témoignage contre Carmen n'avait pas suffi à le protéger de ses propres crimes. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il purgeait une peine de 5 ans de prison. Au cours de la 2e année après le départ de Carmen, Daniel et Sarah se sont fiancés. Cette fois, Daniel a demandé ma bénédiction avant de faire sa demande. « Es-tu sûr que c'est la bonne chose à faire ?» lui ai-je demandé. Non pas parce que je doutais de Sarah, mais parce que je voulais être sûr que Daniel prenait cette décision pour les bonnes raisons. « Je suis sûr, » m'a-t-il dit. Mais cette fois, je vais faire les choses différemment. Pas de grande cérémonie, pas d'effort pour impressionner qui que ce soit,
juste la famille proche, les gens qui nous aiment vraiment. Le mariage de Daniel et Sarah était tout ce que son premier mariage n'avait pas été. Intime, sincère, et plein d'amour véritable au lieu d'être un spectacle. Ils m'ont demandé de marcher dans l'allée avec Daniel, reconnaissant officiellement le rôle que j'avais dans sa vie. « Tu es la femme la plus importante de ma vie », a-t-il dit pendant que nous marchions. Et je veux que Sarah et tout le monde le sachent. Aujourd'hui, 3 ans après que tout a commencé, je suis assise dans le même jardin où Daniel et moi avons eu cette conversation cruciale. Mais maintenant, je ne suis plus seul. Sarah est à côté de moi, me montre comment utiliser une tablette pour regarder des photos de ses enfants à l'université. Daniel est dans la cuisine, préparant le déjeuner pour nous tous, chantant doucement en cuisinant. La maison est à nouveau pleine de vraie vie. Pas la fausse vie parfaite que Carmen avait créée, mais la vie désordonnée, imparfaite, mais sincèrement heureuse d'une vraie famille. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais jamais trouvé le courage de démasquer Carmen. Si j'étais restée silencieuse, endurant ces humiliations, regardant mon fils être manipulé et volé sans rien faire. Mais cela n'a plus d'importance. J'ai pris la bonne décision au bon moment. J'ai protégé ma famille comme je savais le faire. Avec patience, avec des preuves et avec la vérité. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, nous sommes tous exactement là où nous devons être.